donc Pierre Daréville, qui est journaliste de profession, qui est engagé au Parti communiste et qui est en charge de la démocratie et des institutions, et qui est parmi nous aujourd'hui parce qu'il a écrit un livre, La laïcité n'est pas ce que vous croyez, et comme nous en sommes tous rendus compte, la laïcité actuellement est traitée à toutes les sauces et est instrumentalisée d'une façon inquiétante. Je vous donne la parole et vous avez 20 minutes. Merci. Bien, d'abord, à mon tour, je voudrais vous dire le plaisir qu'est le mien d'être en votre compagnie par le temps qu'il fait. Évidemment, avec ce combat qui vous anime, qui nous anime contre le racisme, pour l'égalité des droits et pour la promotion des libertés. Je vais donc essayer de m'en tenir au sujet qui m'a été confié, mais en réfléchissant à ce que j'allais vous raconter ce matin, il m'est apparu que je ne pouvais pas tout à fait faire abstraction du contexte dans lequel je dois m'exprimer sur cette question-là. Et donc vous me pardonnerez peut-être pour démarrer une série de remarques qui vont vous paraître peut-être éloignées de la question centrale que je dois traiter, mais qui, vous le verrez, vont nous y ramener. D'abord, après ce drame effroyable du 13 novembre, une nouvelle fois reviennent des questions qui sont sur la table depuis un certain temps, ou plutôt n'y sont pas assez, en tout état de cause qui, moi, me travaille et me hante, qui est de savoir quelle humanité nous voulons être, et puis quelle humanité nous sommes. Ça peut paraître comme ça assez éloigné des réalités de poser cette question-là, mais je pense que si elle habitait plus le débat public, sans doute qu'on aurait des échanges d'une autre intensité et d'un autre intérêt. Je crois que, ce sera ma deuxième remarque, nous sommes une humanité qui engendre en son sein des monstruosités. L'humanisation de l'humanité, son émancipation, n'est évidemment pas un processus linéaire, et je ne sais pas si on peut parler de son achèvement un jour, mais en tout cas, on voit bien qu'elle se heurte à un certain nombre de résistances et d'obstacles. J'ai parlé de monstruosité parce que beaucoup ont employé le terme dans les temps qui viennent de s'écouler de barbarie, qui renvoie à autre chose, qui renvoie au concept de l'étranger, de l'inconnu. Or, je crois qu'effectivement, ce qui est arrivé, quelque part, sont nos sociétés, les mécanismes sociaux internationaux qui l'ont produit. Donc il y a des causes à cela. Quelque part, c'est rassurant qu'il y ait des causes parce que ça veut dire qu'on peut agir. Troisième remarque que je voudrais faire, je pense qu'un certain nombre de choses qui sont en train de nous arriver, de se cristalliser dans la société française et au-delà, aujourd'hui, peut-être trouvent leurs racines il y a quelques dizaines d'années de cela. Et si on rapproche un certain nombre de faits qui se sont déroulés à la charnière des années 80 et 90, peut-être qu'on pourra trouver un certain nombre de raisons. D'abord, il y a eu, je ne cite pas ces événements par ordre d'importance, et ils mériteraient chacun d'être explicités, mais je les livre comme ça, peut-être pour que ça puisse nous faire réfléchir. D'abord, la première guerre du Golfe, à ce moment-là, qui a provoqué de grandes manifestations populaires. Au même moment, l'effondrement des régimes soviétiques. Et mon propos à leur égard, évidemment, je préfère le préciser vu l'endroit où je parle, n'est absolument pas de les défendre. Mais c'est un fait majeur dans l'histoire récente, et dans l'histoire de l'humanité à ce moment-là. Troisième peut-être élément, cette montée de la théorie du choc des civilisations, dont vous avez les uns les autres connaissance, et qui vise à installer un nouvel ordre du monde. À ce moment-là, au même moment, arrivent aussi les premières affaires dites du voile. À ce moment-là également, on commence à dire qu'on ne peut rien faire
contre l'installation du chômage de masse, etc., etc. Donc on pourrait accumuler un certain nombre de faits comme ça, qui montrent qu'il y a des basculements qui sont à l'œuvre, qui sont en train de se produire, et qui peut-être nous placent sur la pente qui a conduit où nous sommes aujourd'hui. Et je vais m'arrêter là, parce que ça demanderait beaucoup plus d'analyse et de développement, mais je voulais signaler ce moment, peut-être les liens qu'il faudrait établir entre un certain nombre d'événements. Et donc tout cela a été le prélude à une montée à la fois un petit peu partout dans le monde, mais aussi dans nos villes, dans nos quartiers, de l'affrontement identitaire. L'affrontement identitaire qui a été concomitant depuis cette période-là de l'enfoncement plus ou moins régulier, extrêmement profonde, qui a fait beaucoup de dégâts dans la société. Et donc c'est à l'aune de ces affrontements identitaires, je crois qu'il faut regarder aussi la montée des racismes que nous avons constaté, que les uns et les autres autour de nous. Parce que se sont installées des logiques de peur un peu partout, logiques de peur qui sont peut-être, dont on pourrait dire que le socle est aussi la grande compétition des humains qui s'est organisée, cette concurrence dont on a dit qu'elle devait être libre et non faussée, mais concurrence de tous contre tous, cette montée en charge d'une valeur qui est la valeur du mérite, et qui continue dans le débat public d'occuper beaucoup d'espace, avec, j'entendais il y a quelques jours, Nicolas Sarkozy en appeler dans un discours à la fois à la France de toujours, mais aussi à la politesse et à la courtoisie. Vous voyez que la politesse et la courtoisie sont des valeurs qui semblent un peu légères face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Donc, je voudrais en venir un peu plus au cœur du sujet. Parce que je partage l'idée qui a été évoquée par Eric Fassin avant moi, que, sans trahir son propos, en tout cas j'espère, que la bêtise et la haine ne suffisent pas à expliquer de telles percées du racisme, des racismes dans notre société. Bien sûr, il y a toujours un substrat de racisme, disons, à connotation biologique. Ça existe, il n'y a qu'à aller voir au bas des articles, des journaux, les commentaires, parfois, et saisi d'effroi par ce qui peut s'exprimer. La deuxième chose, c'est que, évidemment, il existe ce racisme dont il a été question, lié au traumatisme colonial, qui continue tenter l'inconscient de la société française et qui ressurgit très très régulièrement et qui continue de structurer un certain nombre de comportements et de rapports sociaux. Mais en effet, il y a une ethnicisation des rapports sociaux qui s'est développée sur la base de conceptions essentialistes qui font qu'on ramène les individus à une étiquette, on les range dans une case et on explique leur comportement simplement par ce qu'ils seraient, par ce qu'on pense qu'ils seraient. Les propos qui ont été tenus sur les Roms, y compris par des responsables politiques de premier plan, sont le témoignage de la manière dont ces idées se répandent. Donc les Roms, voilà, ils avaient une nature, et leur nature faisait qu'ils se comportaient de telle ou telle façon, ce qui sont des propos effectivement assez inquiétants. Donc, mais tout ça ne suffisait pas, et ne suffit pas non plus à expliquer, encore une fois, la montée des racismes. Et donc, pour ceux qui en étaient les promoteurs, il fallait trouver de nouveaux vecteurs de légitimation, de rationalisation du racisme dans le débat public. Et donc c'est là que la laïcité, mal comprise évidemment, a joué un rôle, a été instrumentalisée, et elle a servi à légitimer un certain nombre d'idées qui ne peuvent pas l'être. D'abord, elle a été le cheval de Troie du Front National. Et on a vu Marine Le Pen s'ériger en principale défenseuse de la laïcité dans notre pays. Il y a une dizaine d'années de cela, ça a commencé. Sans que cela apparaisse comme une supercherie et ne provoque, disons, la contre-offensive que ça aurait mérité. Donc, cheval de Troie du Front National, puisqu'on transformait un racisme anti-arabe en un racisme anti-musulman,
qui serait prétendument plus acceptable par la République, puisqu'on convoquait la laïcité en tant qu'instrument de lutte contre l'expression des convictions religieuses dans l'espace public. Et donc tout ça s'est enquisté avec l'appel dont je parlais tout à l'heure à la France de toujours, à la France éternelle, avec l'idée que l'islam lui-même serait sans doute incompatible avec la laïcité et avec la République, aux yeux des promoteurs de cette conception de la laïcité. Et je crois que ce débat a occupé beaucoup d'espace, et occupe toujours beaucoup d'espace dans le débat public. Et donc, la laïcité a été vécue par différents acteurs comme un racisme, comme une discrimination, et effectivement une discrimination pour le coup parfois d'État, avec une logique de privation de droits d'individus qui se trouvaient niés dans leur existence, dans leur volonté d'être aux autres. Et donc perçus comme une violence à l'égard de toute une partie de la population. Évidemment, c'est un contresens total, et c'est pas si simple que cela de désamorcer cet état de choses, mais à mon avis, c'est un combat absolument nécessaire. Je veux ajouter une autre remarque sur cette question-là, c'est que tous ces débats sur la laïcité qui ont ressurgi sous le sceau de la polémique de manière très régulière dans les médias depuis le début des années 90, avec une accélération dans la dernière période. On pourrait lister les sujets qui ont été évoqués depuis la question du foulard, la question des prières de rue, la question de l'alimentation dans les cantines scolaires, la question, on pourrait en ajouter encore dans la dernière période. Il y en a eu, tout est prétexte à convoquer la laïcité sous cette forme dégradée. Eh bien, tous ces débats ont une fonction politique. La laïcité est utilisée dans le débat public pour effectivement cliver, cristalliser un certain nombre de fractures qui sont dans la société française, un certain nombre de divisions. Nous avons une société profondément fracturée, fractionnée, divisée par les différentes politiques qui ont été menées ces 30 dernières années. Or, la laïcité, pour moi, est un principe politique. C'est un principe politique émancipateur, révolutionnaire, effectivement universaliste, et je sais que le mot peut faire débat, mais je n'ai pas dit que c'est un principe universel. J'ai dit que c'est un principe universaliste, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire qu'il a sans doute, de mon point de vue, une vocation de cet ordre-là, puisqu'il affirme l'égalité des droits et l'universalité des droits. Pour ça que dans le débat public, lorsqu'il est évoqué, vous voyez, je mets des guillemets, nos valeurs, nos modes de vie qui seraient mis en danger par un certain nombre d'événements, je m'interroge. Quel est ce nom qui vient se glisser là au milieu? Et en même temps, j'entends ce qui vient d'être dit avant moi, parce qu'il existe une perception des choses qui effectivement nous divise sur des bases de cette nature. Et je pense, moi, que nous devons, notre travail doit être non pas de nier ces réalités de division, mais de les combattre. Et pour les combattre, il faut effectivement les reconnaître. Ça ne veut pas dire pour moi les légitimer. C'est là où ça devient compliqué, peut-être difficile, dans le débat public, dans l'action qui est menée. Et je crois qu'il faut effectivement se garder de ça. On pourrait discuter, ça a été évoqué, de la question du mot de race. Mais là, je fais une petite parenthèse avant de revenir dans le cœur de mon propos. On pourrait discuter de cela. Mais effectivement, légitimer cette idée-là est aussi un problème. Et donc, sans se voiler la face, peut-être faut-il quand même en discuter. Remarque suivante, après le 11 janvier dernier, on a beaucoup convoqué la laïcité. Moi j'ai vu fleurir un peu partout des appels à la laïcité. Dans la devise républicaine, on a supprimé le mot de fraternité par le mot de laïcité, alors que ce sont des choses qui ne sont pas de même nature. Les valeurs de la République, ce sont des valeurs. La laïcité est un principe politique, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas convoquer la laïcité, je dis que la manière dont ça a été fait ne levait pas l'ambiguïté qui peut exister sur ce qu'elle signifie et ce qu'elle porte. Et donc, en effet, après le 13 novembre,
j'ai constaté, peut-être comme vous, qu'elle a été beaucoup moins convoquée. Et je me suis demandé pourquoi. Et en me demandant pourquoi, je me suis dit, peut-être que malgré tout ce qui pouvait me gêner dans la manière dont on a convoqué la laïcité au mois de janvier dernier, nous étions encore sur le terrain du droit, et qu'après le 13 novembre, la solution, au bout du compte, elle se trouverait hors du droit. Peut-être que j'ai tort de présenter les choses comme ça, que c'est un peu radical, mais c'est la réflexion à laquelle j'ai abouti. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas dans le débat public et peut-être sur des formes problématiques, mais je me suis fait cette remarque que je voulais vous livrer. Donc, pour moi, la laïcité, au contraire, est l'alternative à la guerre. Elle est l'issue, elle est la condition aussi de la paix. Parce qu'elle établit la souveraineté du peuple. La souveraineté réside dans le peuple. Le peuple en tant qu'association d'hommes et de femmes, libres, égaux, égales, libres de leur conscience, évidemment, disons, porteurs de l'égalité de droit et porteurs aussi d'une certaine conception fraternelle du vivre ensemble. La souveraineté du peuple, mais aussi la souveraineté des peuples. Parce que je crois que la laïcisation de nos sociétés, c'est un mouvement populaire qui doit être le fait des peuples eux-mêmes. Et donc, pour moi, elle est le principe actif de ce que nous appelons la République et qui est beaucoup malmené ces derniers temps, notamment lorsqu'un parti s'en revendique en travestissant son contenu et en remplaçant ce qui pour nous semble fondamental par les valeurs comme l'autorité, le mérite et l'assimilation. Donc, il me semble qu'il faut sortir la laïcité des sectarismes, elle est au-dessus de tout ça, embrasser tout le champ qui est le sien, c'est-à-dire à la fois le combat contre les courants totalitaires, mais aussi, et donc tout ce qui peut porter atteinte à la liberté de conscience, mais aussi tout ce qui permet de développer l'égalité de droit, c'est-à-dire les services publics, je m'achemine vers ma conclusion, c'est-à-dire également la démocratie, et nous avons de ce point de vue dans notre pays de graves problèmes également, puisque nombre d'hommes et de femmes ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux, et c'est pas en train de s'arranger, au regard de ce que j'entends dans la situation dans laquelle nous sommes en train de nous installer, hein, avec y compris une révision constitutionnelle à l'ordre du jour, dont on a tout à craindre parce qu'elle ne se fera pas sur les bases qui seraient nécessaires. Et donc je crois que nous sommes contraints à une logique de reconquête de la laïcité face à une crise dont j'ai dit qu'elle était une crise sociale et économique, mais qui est aussi une profonde crise de sens, une profonde crise de l'imaginaire, une crise du collectif. Et donc je crois qu'il y a beaucoup à reconstruire de ce point de vue-là. Donc dépasser les racismes, c'est sans doute chercher à mener des combats communs, et on a vu que ça se heurtait à un certain nombre de difficultés, mais je crois que c'est absolument nécessaire. Et pour mener des combats communs, il faut, me semble-t-il, y compris dans des périodes sombres comme celle dans laquelle nous nous trouvons, et cela l'histoire nous l'enseigne, pour mener des combats communs, il faut retrouver la force de porter des idéaux.